Donc, bonsoir, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean, ce 12 février 2024. Ça me prendra à ce moment-ci une proposition pour faire l'ouverture de la séance, proposée par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Daniel Boudreau. Au point 2 de l'ordre du jour, lecture et adoption de l'ordre du jour. Je vais demander à Mme Boudreau de nous en faire la lecture. Oui. Alors, en 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, sujet à l'ordre du jour. 3.1, présentation de règlement numéro 23-417 et 23-418, modifiant le règlement de zonage 19-353 et le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble 19-358. 3.2, adoption du deuxième projet de règlement 23-417 modifiant le règlement de zonage numéro 19-353 relativement à l'application d'un PAE dans certaines zones sur le territoire ainsi que concernant les projets intégrés et autres objets divers. 3.3, adoption du deuxième projet de règlement 23-418 modifiant le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble numéro 19-358 relativement à l'application d'un PAE relatif à l'habitation et aux activités et usages récréo-touristiques dans certaines zones d'affectation habitation et d'autres zones sur le territoire de l'Anse-Saint-Jean. 3.4, critérium U16 reconnu comme événement par le conseil municipal. 4, période de questions. 5, fermeture de la séance. Merci, Mme Boudreau. Donc, ça me prendrait une proposition pour adopter l'ordre du jour tel que présenté, proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Claude Bouchard. Pardon. 3.1, présentation des règlements numéro 23-417 et 23-418, modifiant le règlement de zonage 19-353 et le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble 19-358. À ce moment-ci, je vais passer la parole à Mme Valérie Gagné, qui est notre inspectrice municipale, qui va vous faire la présentation des règlements tels que mentionnés. Oui, merci, Monsieur le maire. Oui, je suis là pour faire la présentation des projets de règlement d'amendement 23-417 et 23-418, modifiant le règlement de zonage et le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. Les projets de règlement... Tenez un petit peu plus près du micro, s'il vous plaît. Oui. Donc, 23-417, modifiant le règlement de zonage 19-353. 23-418, modifiant le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. 23-417, on commence avec celui-là du zonage. Dans le fond, au début, ça va vraiment être sur du divers. Là, ça va vraiment être des petites modifications. On modifie des tournures de phrases. On barre des mots. Là, c'est vraiment, ça va y aller assez rondement. On commence ça avec des modifications au niveau de la terminologie, des définitions. Établissement touristique, d'hébergement touristique, on vient ajouter la définition d'un touriste qui s'entend comme une personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au moins une nuit à l'extérieur de sa résidence principale à des fins d'agrément ou d'affaires, comme par exemple le télétravail. Ajout de la définition de prêt à camper. Hébergement touristique devant être enregistré auprès de Camping Québec. La structure est sous forme de petites unités temporaires installées sur plateforme, sur eau ou directement sur le sol, autorisées uniquement sur un terrain de camping. Le terrain de camping, on vient ajouter à la définition, considéré comme hébergement touristique, doit être enregistré à Camping Québec. Modification de l'article 5.3.2 du groupe de commerce de détail. On vient ajouter un PICO à la classe d'usage commerce et services associés à l'habitation. On vient ajouter l'usage d'une baie de service à condition que le lavage s'effectue de façon manuelle, une seule voiture à la fois. C'est un usage qu'on vient ajouter là, parce qu'on avait eu une zone grise, donc on est venu ajouter l'usage à commerce et services associés à l'habitation. On vient abroger le paragraphe 7 de la classe CH, hébergement et congrès. On vient barrer tout simplement le point 7, la résidence de tourisme, parce qu'on a fait une classe d'usage qui s'appelle RC, la récréation hébergement touristique. Donc, on vient barrer, pour pas qu'il y ait de confusion, on vient le barrer dans les autres usages. Modification de l'article 5.3.5, groupe récréation.
par l'abrogation du paragraphe 14 de la classe d'usage récréation et déploiement et du paragraphe 9 de la classe d'usage récréation touristique. On vient barrer dans les deux classes le village d'accueil au sens du règlement sur les établissements d'hébergement touristique. Modification de l'article 8.3.1 concernant les conteneurs maritimes. On vient ajouter des zones pour l'autoriser. La zone CH, commercial habitation, et la zone publique, dont les conteneurs maritimes seront autorisés sous certaines conditions. C'est les conditions qu'on a actuellement dans notre règlement de zonage, là, c'est-à-dire il faut habiller le conteneur, il faut qu'il soit à 10 mètres d'une emprise de rue, il faut qu'il soit camouflé, bref, c'est quand même assez sévère, mais on vient quand même l'ajouter, l'autoriser dans certaines zones, CH et public. Modification de l'article 11.7.1, normes générales d'implantation relatives au camping. Modification du paragraphe 3. Dans le fond, ce qui est ajouté, là, c'est en gras souligné. Le terrain de camping compte un minimum de 10 terrains destinés à recevoir des tentes, roulottes et autres véhicules de loisirs motorisés ou un minimum de 3 prêts à camper. Ça veut dire que si on a 3 prêts à camper et plus, on peut considérer ça comme un camping. Il faut respecter la réglementation sur les campings. Modification du paragraphe 4. Dans le cas où le terrain de camping compte au moins un emplacement destiné à recevoir une forme d'hébergement non autonome ou partiellement autonome, un bâtiment d'accueil et des services doit exiger ou être construit dans les 12 mois du début de l'exercice de l'usage. Ça veut dire que c'est ça. Dans le fond, si tout le monde est autonome sur le camping, ben à ce moment-là, là, on ne l'exige pas. C'est vraiment quand il y a du non autonome ou partiellement autonome. Modification du paragraphe 5 qui se lira comme suit. Tout terrain de camping doit minimalement compter les éléments suivants selon les cas applicables. Un point d'eau potable desservant. Là, il y avait 10 emplacements. On vient le barrer puis on marque les emplacements non autonomes ou semi-autonomes. On vient donc barrer cabinet de toilette ou poste d'accueil. Parce que c'est pas obligatoire vu que quand c'est non autonome, on l'oblige pas. Modification de l'article 11.7.1. Normes générales d'implantation relative au camping. La suite ajoute du paragraphe 8 qui se lit comme suit. L'aménagement de tout nouveau terrain de camping ou son agrandissement sur une superficie de plus de 50 % de sa superficie actuelle peut être assujetti au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble selon les cas applicables. C'est-à-dire que, on va le voir plus tard, les plans d'aménagement d'ensemble, dans certaines zones, il faut l'appliquer. Et on vient abroger la section 11.8 sur les opérations d'ensemble pour venir créer la section 11.8 qui s'appelle maintenant les projets intégrés. On vient vraiment plus encadrer les projets intégrés. Là, les opérations d'ensemble, il n'y avait pas grand-chose. Donc là, on vient vraiment plus l'encadrer. On va vous expliquer un peu c'est quoi, puis ça s'applique comment. Les projets intégrés, c'est plusieurs constructions sur un même terrain. On n'est pas obligé de lotir le terrain. Quand il y a 3 bâtiments principaux ou plus, par exemple, là, on peut exiger un projet intégré qui est soumis au PAE. Donc, c'est comme je disais, on n'est pas obligé de lotir le terrain. C'est vraiment un gros terrain. Ça peut être un peu vu comme un syndicat, par exemple, de condo. Là, le terrain appartient au même propriétaire. On vient construire plusieurs unités d'habitation sur le même terrain. C'est ce qui différencie le projet intégré un peu du plan d'aménagement d'ensemble, là. Donc, si on y va avec les généralités, les projets intégrés sont autorisés conformément aux dispositions de la présente section et de toute autre disposition au règlement d'urbanisme applicable. Les projets intégrés doivent être soumis au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble lorsqu'ils comptent 3 bâtiments principaux ou plus. En cas de divergence entre les dispositions des règlements d'urbanisme, les dispositions de la présente section ont préséance. C'est sûr qu'il peut y avoir des petites en tout cas, des choses qui ne fitent pas ensemble là, au niveau des 2 règlements parce que c'est un règlement qui est nouveau. Donc, c'est celui-là qui a préséance sur le règlement, sur tous les autres règlements d'urbanisme. Les classes d'usage autorisées. Les projets intégrés sont permis pour les classes d'usage autorisées à la grille de spécification dans toutes les zones, sauf dans les zones d'affectation dominante agricole où les projets intégrés sont interdits. Les normes d'implantation. Nombre. Un maximum de 20 bâtiments principaux est autorisé sur un même emplacement. Les marges avant sur rue. La marge avant applicable est celle prescrite pour la zone concernée au cahier des spécifications. Je vais vous donner un exemple tantôt. Marge latérale et arrière. Habitation de la classe unifamiliale, bifamiliale et villégiature. Les marges latérales est de 6 mètres
et la marge arrière est de 8 mètres. Ça, c'est vraiment là avec les lignes du grand terrain, non avec le voisin, puisqu'il n'y a pas de lotissement de fait. Là. Haute classe d'usage, marge latérale est de 8 mètres et la marge arrière de 10 mètres. Marge d'isolement entre les bâtiments. Là, c'est la largeur entre deux unités d'habitation, par exemple. Ça va être 8 mètres entre les deux bâtisses. Il faut établir une largeur parce que, comme je le disais, là, il n'y a pas de ligne de lotissement. Dans le cadre des classes d'usage unifamiliales, bifamiliales ou résidence de villégiature, et 10 mètres dans les autres cas, là, comme du 3 à 6 logements ou du 6 logements et plus, c'est 10 mètres de largeur. La hauteur des bâtiments, c'est celle prescrite au cahier des spécifications, c'est 10 mètres. Ici, je viens vous montrer, dans le fond, un exemple de ce que je disais tantôt. Là. Si on va dans les normes d'implantation, marge de recul avant, c'est 6 mètres. Ici, comme par exemple en zone CH9, c'est 6 mètres partout. Donc, c'est celle-là qui est applicable dans les projets intégrés aussi. La hauteur maximale des bâtiments, ici, on a 10 mètres partout. Là. Je pense qu'il y a eu des petites exceptions, mais c'est uniforme, c'est pas mal 10 mètres. Les superficies des emplacements, ça reste les mêmes que si on faisait un lotissement. Donc, c'est-à-dire un bâtiment principal en corridor riverain, c'est-à-dire à 100 mètres d'un cours d'eau ou à 300 mètres d'un lac et moins. Un bâtiment principal par 4000 mètres carrés. Par 4000 mètres carrés si le terrain est non desservi, c'est-à-dire s'il n'y a pas les égouts et l'aqueduc. Un bâtiment principal par 2000 mètres carrés si le terrain est partiellement desservi, soit de l'un ou l'autre des services. Un bâtiment principal par 420 mètres carrés si le terrain est desservi par les deux services. À l'extérieur d'un corridor riverain, un bâtiment principal par 3000 mètres carrés si l'emplacement est non desservi. Un bâtiment principal par 1500 mètres carrés si l'emplacement est partiellement desservi. Et un bâtiment principal par 420 mètres carrés si l'emplacement est desservi. Les largeurs et profondeurs minimales applicables de l'emplacement sont celles prescrites au règlement de lotissement. C'est 50 mètres de façade et à une moyenne de 75 mètres de profondeur. Aire d'agrément requise. L'aire d'agrément, c'est l'endroit où il n'y a pas de bâtiment d'unité d'habitation. La superficie minimale de l'aire d'agrément est fixée à 20 % de la superficie brute des planchers de toutes les habitations formant l'ensemble. Les salles communes, balcons, galeries et patios doivent être comptés dans le calcul de l'aire d'agrément requise. Donc, il est dans l'aire d'agrément et non dans l'aire des planchers. L'aire d'agrément doit être végétalisée avec du gazon ou un couvre-sol naturel similaire. Maximum de 50 % de l'aire d'agrément peut être recouvert d'un dallage. Un dallage, on parle d'asphalte ou pavé ou quoi que ce soit. L'aménagement des terrains. Une bande de terrain d'une largeur de 4,5 mètres ne comprenant aucun espace pavé à l'exception des allées d'entrée et de sortie du stationnement et des sentiers piétonniers doit être aménagée sur toute la périphérie de l'emplacement adjacent à une rue. Cette bande doit être gazonnée, garnie d'arbres ou de tout autre aménagement naturel. Il doit être compté au moins un arbre par 7 mètres linéaires de terrain ayant frontage avec une rue. Les arbres doivent être implantés à un minimum de 1 mètre et un maximum de 15 mètres les uns des autres. Les arbres doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 m de la ligne de rue. Il est permis de regrouper sous forme de massif au plus 50 % des arbres requis au présent règlement. Au niveau de l'architecture, évidemment, les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet intégré ou d'habitation doivent partager des composantes architecturales communes ou harmonisées. Au niveau des bâtiments complémentaires attenants ou intégrés, les marges et dispositions suivantes doivent être respectées, la même marge que le bâtiment principal. 2 mètres par rapport aux allées de circulation piétonne et aux aires de stationnement à l'intérieur du projet. Doit être construit avec les mêmes matériaux que le bâtiment principal. Au niveau des bâtiments complémentaires isolés, 2 bâtiments complémentaires sont autorisés par unité d'habitation ou par partie de terrain dont l'usage est exclusif et privatif pour un bâtiment détenu en copropriété. Par exemple, si on a un jumelé, là, on autorise 2 bâtiments complémentaires pour un propriétaire, 2 bâtiments complémentaires pour l'autre propriétaire. Puis, évidemment, c'est en lien avec le règlement de zonage, on a le droit, par exemple, à un garage, une remise. On ne peut pas avoir 2 garages ou 2 remises. C'est un de chaque. Conteneur à déchets. Un conteneur à déchets est obligatoire sur un emplacement et celui-ci doit être entouré au moyen d'un enclos opaque et conforme à la section 14.7. Ouverture de rue et emprise. Toute ouverture de rue incluant les voies d'accès
réalisés dans le cadre d'un projet intégré doivent satisfaire aux exigences du règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux administrés par la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. En outre, les voies de circulation doivent être cadastrées et détenues en copropriété avec la municipalité. Les normes et dispositions du règlement de lotissement s'appliquent. On a des normes là, dans le règlement de lotissement au niveau des emprises de rue, que quand c'est une rue publique, privée et collectrice. Là, je ne me rappelle pas des mesures par cœur. Je pense que c'est 15 mètres, aux alentours de 15 mètres de large. Dans l'indication des servitudes, toute servitude nécessaire pour l'alimentation en services d'électricité, téléphone et câbles et toute autre servitude relative à des droits de passage doivent être identifiées sur le plan, ainsi que les servitudes environnementales lorsque requises. Quand on a des milieux humides ou des rives, maintenant on peut faire des servitudes environnementales. C'est vraiment identifié sur les plans. Ce sont des servitudes, donc il n'y a aucune construction qui est possible là, quand on vient mettre une servitude comme celle-là. On est sûr de ne pas faire d'erreur dans le futur aussi, ça peut aider. Que ce soit plein inondable, milieu humide, rive, etc. Morcellement d'un emplacement ayant fait l'objet d'un projet intégré ne peut être autorisé que si chacune des nouvelles propriétés ainsi créées, incluant la superficie des terrains et les conditions d'implantation du bâtiment, rencontre toutes les dispositions des règlements d'urbanisme, comme s'il avait été conçu et érigé selon ces règlements. Quand on parle de morcellement, on parle de lotir, mettons, une construction qui faisait partie du projet intégré. Si on veut la sortir du projet intégré, il faut la lotir, mais il faut qu'elle réponde à tous les règlements d'urbanisme en place. C'est-à-dire, comme je disais tantôt, mettons 4000 m² de terrain s'il n'est pas desservi par les services. Une marge à 26 mètres, une marge arrière de 7 mètres. Il faut que vraiment la construction respecte toute la réglementation actuelle pour qu'on puisse vraiment le sortir du projet. Donc ça, c'est sur les projets intégrés. On y va avec les règlements sur les plans d'aménagement d'ensemble, le projet de règlement 23-418. Donc, section 3.5, informations et documents requis pour effectuer une demande. Remplacement du troisième paragraphe de l'article 3.5.2 qui se lira dorénavant comme suit. Les descriptions actuelles du site également illustrées sur un plan à l'échelle comprenant les éléments suivants. La description de l'utilisation actuelle du sol du site et des terrains voisins, incluant les sentiers, pistes de ski de fond, activités récréatives, chemins forestiers, bâtiments et autres indices de la présence de l'homme. Ça, c'est tout, dans le fond, des descriptions qui doivent être identifiées sur les plans là, que le promoteur peut soumettre. La topographie du site exprimée par les classes de pente suivantes. Donc, moins de 5 6 à 24 25 30 et plus. Le 25 est seul parce que c'est à ce moment-là qu'on considère s'il y a une présence d'un talus à pente forte. Puis quand il y a présence d'un talus à pente forte, ça prend des études là, de sol. Donc, le 25 il est isolé. La nature des dépôts meubles, les affleurements rocheux, la dénomination des zones de contrainte, pente forte, zone humide, plaine inondable, mouvement de sol, etc. La végétation, incluant les boisés, les essences et l'âge approximatif des peuplements. Identification de la largeur des rives. Les bandes de restriction en fonction des hauts et des bas de talus des pentes fortes identifiées par un ingénieur dans le cadre d'une étude géotechnique permettant d'apprécier les aires constructibles. Puis, on vient ajouter le paragraphe 7 là, qui exige une caractérisation écologique complète. On a un exemple ici d'une caractérisation écologique avec les milieux anthropiques, milieu hydrique, milieu humide, cours d'eau, limite du littoral et tout. Modification de l'article 3.5.7, études et analyses particulières. Modification du premier paragraphe de l'article 3.5.7 qui dit « Une étude géotechnique est réalisée par un ingénieur permettant d'identifier les bandes de restriction pour les hauts et les bas de talus, ainsi que les risques de mouvement de sol ou éboulement rocheux. » Donc ici, j'ai pris un extrait là, du règlement de zonage pour identifier les zones à pente forte, des restrictions des travaux. Là. On a une zone intermédiaire à respecter en bas de talus, une zone restrictive en haut de talus. Évidemment, les zones restrictives, là, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, comme les zones intermédiaires aussi. Par exemple, il n'y a aucune construction de travaux qui est permise en zone restrictive. Ajout de l'article 3.5.9, ça prend une lettre d'engagement. Le document de PAE doit être accompagné dans laquelle le propriétaire s'engage à céder l'assiette des voies de circulation destinées à être publiques, céder à la municipalité un 10 de superficie à des fins de parc ou terrain de jeu, espace qui doit être compris dans le PAE,
Le conseil peut cependant exiger un 10 % de l'évaluation en monétaire. C'est-à-dire que c'est vraiment le conseil qui va décider s'il veut un 10 % de superficie de terrain dans le projet ou s'il veut un 10 % de monétaire si, admettons, on considère qu'il n'y a pas attrait à posséder un espace dans ce secteur-là ou quoi que ce soit. Ne pas s'opposer à l'enregistrement des servitudes et que celles-ci soient transférables. Réaliser le projet de plan d'aménagement d'ensemble tel qu'approuvé par le conseil municipal. Ensuite, on vient modifier l'article 5.2.1, zone visée selon les usages pouvant faire l'objet d'un PAE concernant les résidences de villégiature. Toute servitude nécessaire pour l'alimentation en service d'électricité, téléphone et toute autre servitude relative à des droits de passage doivent être identifiées sur le plan, ainsi que les servitudes environnementales. Ça, c'est comme on a dit tantôt. Modification de l'article 5.2.1, zone visée selon les usages pouvant faire l'objet d'un PAE. On a ajouté des secteurs parce qu'on a fait une analyse, puis dans le fond, dans toutes les zones agroforestières, vu que c'est quand même des superficies assez grandes là, qui ont de la place pour accueillir des PAE, on trouvait ça important de venir les encadrer s'il y a lieu, là, parce que si on l'avait pas mis au cahier des spécifications, on n'aurait pas pu imposer un PAE. Là. Donc, on est vraiment venu chercher toutes les zones agroforestières. Ajout du paragraphe 5. Dans toutes les zones, lorsqu'il s'agit d'un projet intégré d'habitation comptant 3 bâtiments ou plus. Ça, c'est ce qu'on a vu tantôt, le projet intégré. Quand il y a 3 bâtiments et plus dans le projet intégré, là, il est soumis à déposer un plan d'aménagement d'ensemble. 5.3.1, zone visée selon les usages pouvant faire l'objet d'un PAE concernant les activités récréo-touristiques. Modification du premier paragraphe. Tout projet utilisant un espace de terrain avant, c'était 1 hectare ou plus. Maintenant, c'est 5000 m² ou plus. On doit soumettre un PAE. Modification du deuxième paragraphe, premier picot, la même chose. Ajout d'un dernier paragraphe. Certains usages de la classe récréation à déploiement et récréation d'hébergement touristique ne sont pas assujettis au dépôt d'un PAE, comme par exemple les parcs commémoratifs, les kayaks, centres d'équitation, auberges et résidences de tourisme. Là, eux, ils ne sont pas soumis au dépôt d'un PAE. Ajout de la section 5.5, usage autorisé soumis à un PAE dans certaines zones d'affectation, habitation et critères d'évaluation. Zone visée, H12, H13, H17, H18 et H20. C'est un peu le même principe que tantôt. On est venu chercher les zones qui ne sont pas développées actuellement, qui ont des grandes superficies et qu'on veut encadrer là, si jamais il y a dépôt d'un projet. Usage et densité applicables. Les usages, les constructions et les densités d'occupation pourront faire l'objet d'une évaluation par le conseil sont tout projet immobilier comportant 3 bâtiments principaux ou plus et qui nécessite l'ouverture d'une rue. Les projets comprenant au moins 2 bâtiments résidentiels dans la classe HC, 3 à 6 logements, ou au moins un bâtiment de la classe HD, plus de 6 logements, lorsque au moins un des bâtiments n'est pas accessible à la rue existante. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de 3 bâtiments. Là, c'est seulement un, vu que c'est quand même des bâtiments qui ont beaucoup d'habitation puis qui ne sont pas adjacentes à une rue existante. On peut venir exiger un plan d'aménagement d'ensemble. Tous les projets comptant au moins un usage industrie artisanale ou du groupe commercial de détail et dont l'accès n'est pas directement à partir de la rue Saint-Jean-Baptiste. Tout projet appartenant à la classe d'usage récréation et hébergement touristique. Ce sont, dans le fond, ils peuvent être soumis à un plan d'aménagement d'ensemble à la discrétion du conseil. C'est le conseil qui va venir analyser. 5.5 suite, objectifs spécifiques. Le PAE dans ces zones visées veut assurer une implantation harmonieuse et créer des développements immobiliers attractifs, intégrés en synergie avec la dynamique du cœur du village. Critères particuliers d'évaluation normative. Le règlement de zonage non traité dans le présent règlement s'applique comme s'il était ici au long reproduit, ainsi que pour le cahier de spécifications. Là. Dans le fond, on vient les appliquer comme si c'était le règlement tel quel. Section 5.5, critères particuliers relatifs aux usages autorisés à la grille de spécification en lien avec la protection du milieu naturel et de la rivière Saint-Jean. Est évalué à partir des critères d'évaluation suivants. Minimiser les impacts sur les milieux environnants en tenant compte des secteurs à contrainte, renaturaliser des secteurs dénudés avec la plantation, du gazon, etc.
Aire de stationnement en cours latéral, stationnement éco-responsable, préservation des percées visuelles sur les rivières et les montagnes, milieux naturels à contrainte font l'objet d'une servitude environnementale, mettre le milieu naturel en valeur des aires communes, stratégie d'aménagement pour la mise en valeur de la rivière Saint-Jean, des commerces avoisinants, les vues panoramiques, le cadre bâti patrimonial, intégrer les arbres matures à la conception des projets, capacité d'accueil du milieu. La capacité d'accueil du milieu, c'est quand même assez important. Il faut venir faire des études au niveau de l'eau potable et des eaux usées si la municipalité est capable d'accueillir un certain développement. Section 5.5, la suite. Critères particuliers relatifs aux usages autorisés à la grille de spécification au niveau du cadre bâti est évalué à partir des critères d'évaluation suivants. Les bâtiments respectent les normes d'implantation. Construction favorise la mise en valeur des éléments naturels et patrimoniaux ou d'un paysage. Les bâtiments favorisent une continuité avec les secteurs bâtis. Une nuisance potentielle de bruit ou d'impact visuel doivent être aménagée d'un écran. L'architecture distinctive avec éléments d'harmonisation avec le cœur du village. Les bâtiments accessoires s'harmonisent avec le bâtiment principal. Environnement convivial favorisant des liens de connexion avec le village et ses services. L'architecture de qualité mettant en valeur la façade principale. Au niveau du paysage et aménagement des terrains, sont évalués à partir des critères d'évaluation suivants. Densité de développement et lotissement en harmonie avec la nature, la topographie, le couvert végétal et les contraintes naturelles. Le projet doit démontrer que des percées visuelles de qualité sont conservées sur les éléments d'attrait du site, sur les sites d'implantation d'un usage d'hébergement touristique ou commercial, mise en place de bancs, aires de repos, tables, terrasses, etc. Éclairage harmonisé avec le site est limité. Aménagement paysager utilisant des matériaux nobles et naturels, comme le bois, la pierre, le fer forgé. Aménagement paysager privilégie l'utilisation des végétaux qui requièrent peu d'eau. Pour les voies d'accès, infrastructures et réseaux récréatifs sont évalués à partir des critères d'évaluation suivants. Les accès, entrées et sorties sont bien définis avec des bordures, des allées piétonnes et des bandes séparatrices naturelles. Des liens piétonniers et cyclistes sont prévus pour faciliter l'accès aux aires d'agrément, aux sites d'attrait touristique et aux services. Ces liens doivent être reliés aux liens existants. Le réseau récréatif assure la continuité du réseau récréatif régional et local. Les liens sont aménagés pour les 4 saisons. L'aménagement du site est convivial pour la mobilité active, notamment des aménagements réservés aux piétons, favorisant l'accessibilité aux aînés et aux personnes handicapées, accessible en tout temps pour les services d'urgence. Ensuite, modification du cahier des spécifications, annexe C du règlement de zonage. C'est là qu'on vient ajouter les usages et les spécifications. Modification de la note 7. Avant, il se lisait sont spécifiquement permis les usages décrets alinéa 2 de la classe d'usage agricole. Maintenant, on vient rajouter sont spécifiquement permis, ça c'est tel que tel. De plus, dans la zone H17, lorsque les conditions édictées à la note 37 seront rencontrées, seuls les usages de la classe RC, décrits au paragraphe 1, 3, 5, 10 et 11, sont autorisés, et ça sous la condition de respecter les dispositions du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble lorsque le cas s'applique. Les autres usages décrits dans cette classe d'usage sont prohibés dans la zone H17. Je vais venir vous expliquer ce que ça veut dire. Usage de l'alinéa 2 de la classe agriculture, on parle d'agriculture sans élevage, c'est-à-dire de produits, vendre et transformer des fruits, des légumes, des céréales, du fourrage, des légumineuses, des champignons, des produits de serre, etc. Dans le fond, ça, c'était autorisé quand on met la note 7. Ensuite, usage de la classe RC au paragraphe 1. Les usages de la classe RA, récréation urbaine, à condition qu'ils soient supplémentaires à la classe RC. On peut faire des auberges, terrains de camping, centres de santé avec hébergement, centres de santé sans hébergement. Les autres usages de la classe RC sont interdits en H17, comme par exemple un hôtel, une résidence de tourisme, une base de plein air, centre de vacances, centre de congrès. Modification de la note 11. Donc, ce qu'on a modifié, dans le fond, on a modifié un petit peu la tournure de phrase. Là. Les usages appartenant au groupe habitation sont assujettis au dépôt d'un plan d'aménagement d'ensemble selon les situations applicables. De plus, dans les zones AF76 et AF77 des secteurs à risque d'émoulement rocheux sont présents. La section 17.8 s'applique. 17.8, c'est pour les études de sol et tout.
Ajout de la note 36 et... Ah, il y a une erreur ici, là, c'est 37. Donc, note 36, pour être autorisé à un usage principal appartenant à la classe d'usage industrie artisanale ou à une classe d'usage du groupe commerce de détail inscrit à la grille, doit faire partie intégrante d'un projet lié à un développement résidentiel d'au moins 3 bâtiments d'habitation pour lequel un plan d'aménagement d'ensemble est requis en vertu du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. La note 37, zone de réserve. La zone H17 est une zone de réserve établie afin de favoriser une progression du développement urbain permettant d'optimiser les services et infrastructures existants ou à implanter et d'éviter l'éparpillement et l'étalement urbain. Ainsi, la zone H17 ne pourra accéder à son développement au terme d'implantation pour les usages unifamilial, bifamilial et HC appartenant au groupe habitation ou récréation et hébergement touristique tant que la zone H18 n'aura pas atteint 35 % de son développement. De plus, pour entamer le développement de la zone de réserve H17 relativement aux usages visés, le conseil municipal devra adopter une résolution à cet effet. Il peut être considéré dans l'atteinte du taux de développement de la zone H18 les contraintes suivantes au développement ou à l'utilisation de la zone. Présence de contraintes naturelles, topographie du territoire empêche son utilisation, secteur fait l'objet d'une spéculation outrancière, le coût de construction des infrastructures impose un fardeau fiscal sérieux pour la municipalité. Quand on parle de 35 % de son développement, on parle de 35 % de la superficie construisible seulement. C'est pas le 35 % de la superficie totale de H17. De H18, pardon. Donc ici, on a les modifications. Là, on est venu ajouter en H12, H13 et H16. On a le droit de faire du 3 à 6 logements et du 6 logements et plus, ce qu'on n'avait pas le droit là, avant. Il y a une note 6 ici qui veut dire autorisé seulement en bordure de la rue Saint-Jean-Baptiste. Et dans le fond, en H17, là, on avait la note 37. Aussi, là, je pensais qu'elle était sur la même page, mais pas là. Ici, on a ajout pour les zones A32 et A44 à A66 d'un point vis-à-vis la classe d'usage de conservation. Ici, on voit que on a rajouté des points là, dans toutes les zones agricoles pour l'usage de conservation. L'usage de conservation, ça comprend des réserves écologiques, des parcs de conservation, des réserves fauniques, des accès aux sites d'intérêt et des sentiers pédestres. Ça, c'est un usage qu'on est venu rajouter aux zones agricoles, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, qu'on peut le faire maintenant. Zone AF 67 à AF 75, AF 78 à AF 82. Application du règlement sur les PAA, c'est ce que je vous ai parlé tantôt, qu'on voulait venir encadrer toutes les zones agroforestières. Ici, en jaune dans le bas, application du règlement sur les PAA, on est venu rajouter des points, ce qui veut dire que ça s'applique là, dans ces secteurs-là. Ici, je voulais juste vous montrer l'image de H17, H18, tantôt, quand on disait qu'on devait développer 35 % du développement de H18 avant de pouvoir là, ouvrir la zone de réserve de H17. 35 % de la zone construisible seulement. Ici, on a H12, H13, qu'on a parlé aussi tantôt, là, qu'on est venu ajouter 3 à 6 logements et 6 logements et plus. H16, ici aussi, même chose. Donc, c'est tout. Si vous avez des questions, c'était quand même assez chargé. Là. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour que le monde comprenne. Donc, je suis disponible pour des questions. Juste. Oui, il va falloir se lever et aller au micro pour que les gens en ligne puissent nous entendre. Je vous proposerais par contre normalement, c'est la période de questions qui est réservée aux questions, mais on pourrait peut-être faire un imbroglio puis recevoir les questions au sujet de ce projet de règlement, de ces modifications-là. On ne voudrait pas rentrer dans les détails, c'est quand même assez complexe. Et on vous invite à aller voir Valérie si vous avez des projets ou quoi que ce soit. Vous avez du questionnement, mais on pourrait prendre quelques questions si c'est pas trop de rentrer dans les détails, parce que je voudrais pas qu'on rentre trop dans les détails, parce que c'est quand même assez complexe au niveau des modifications là, au projet de règlement. Venez au micro, s'il vous plaît, en vous identifiant.
Moi, c'est Doris Boudreau. Moi, je suis nouvelle là, à l'Anse-Saint-Jean, dans le sens que je viens de l'Anse-Saint-Jean. Mais moi, les H12, H13, H17, puis ça, je comprends rien. C'est exactement, là... Est-ce qu'on pourrait me situer c'est où exactement? Quand j'ai essayé de trouver c'était quoi, mais... H17, H18, c'est en arrière des aînés de l'Anse. OK. Les résidents, les habitats, les aînés. Là, fait qu'il y aurait donc possiblement un développement dans le fond, dans ce coin-là. H12, H13... H12, H13, c'est... H12, c'est en face de l'école, il y a un champ, là, entre la 170 puis Saint-Jean-Baptiste, ça, c'est H12. Puis H13, c'est dur à expliquer, quand même. Oui, c'est ça, c'est parce que c'est pas clair sur la carte. Bien, à la rue du Coin, c'est en arrière de la rue du Coin, en arrière des maisons de la rue du Coin, du côté droit, si on arrive de Petit-Saguenay. Ouais. C'est pas... de voir de l'autre bord, c'est à tout. Ah oui, sur le plateau, la rue, elle serait où? Mais c'est pas nécessairement qu'il va y avoir des développements. C'est juste que s'il y en a un jour, on veut les encadrer parce que c'est des grosses superficies. Oui, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Ça va sur une chiotte de site, on se prépare d'avance. On va être prêt d'avance. Ça va être pas bon. OK. Il n'y a pas de rue, là. Pas de nuit encore. Non, parce que moi, je connais bien ce coin-là parce que ma soeur habite là, mais il y a une espèce de place où les motoneiges passent, là. C'est ça. Ça serait là que la rue serait, j'imagine. Ça reste à déterminer. Mais c'est ça, c'est ça que je voulais voir, là. Ça, c'est juste au cas. Oui. Puis... S'il vous plaît, restez près du micro pour que les gens en ligne puissent vous entendre. Puis l'autre, c'est dans les plans intégrés. Ça aussi, c'est pas clair par rapport, par exemple, je sais pas, moi, mettons, on sait que maintenant, il y a beaucoup de questionnements. Moi, je viens d'un village où... à Sainte-Martine, maintenant, quand on construit un garage, ils nous obligent quasiment à faire un deuxième étage avec un loft parce que c'est la densification qui est importante. Fait que là, je ne sais pas, est-ce que vous, dans votre affaire de plan intégré, c'est quelque chose que vous avez pensé? Je ne penserais pas qu'on va accepter des garages avec des lofts. Déjà qu'on a réglementé l'hébergement touristique dans le secteur village. Mais sauf que je me dis, c'est un peu ce que le gouvernement veut, là. Dans le sens que nous, en tout cas, dans notre municipalité... Oui, bien c'est ça, on fait de la densité. C'est ça, on ne veut pas faire d'étalement urbain. C'est pour ça que les secteurs qui sont visés sont vraiment dans le cœur du village et non à l'extérieur, dans les extrémités, en allant vers Petit-Saguenay ou vers Rivière-Éternité. Là. On essaye de densifier. Là, Mais la même densification sur un même terrain pour un bigénérationnel, puis ça, c'est pas encore... considéré. Ben en fait, oui, vous avez raison, là, le gouvernement, il travaille là-dessus présentement. Il y a des projets de loi qui sont passés. Nous, on est comme quasiment obligés, quand tu construis un garage maintenant. Avant, c'était l'inverse. On n'avait pas le droit de faire telle hauteur. Là, c'est l'inverse. Puis ils nous obligent presque à mettre toutes les infrastructures au cas où qu'il y aurait un bigénérationnel. C'est de l'habitation accessoire qui parle. C'est ça. En raison de la population vieillissante, n'est-ce pas? Et peut-être que les parents vont vouloir rester pas loin de leurs enfants. Fait que ça serait... En tout cas, moi, c'était quelque chose que je dis que ce serait peut-être bon si vous faites votre aménagement, quelque chose à penser dans un futur pas si loin. Merci, Mme Boudreau. C'est beau? Oui? Mon nom, c'est André Couillard. Moi, je comprends qu'on va être un petit peu par surprise parce que nous, on a déposé un projet, un projet d'ensemble, le 11 septembre. On a travaillé en masse, on a travaillé beaucoup avec la municipalité, on a travaillé avec tous les conseillers, avec vous, M. le maire. Puis, depuis le 11 septembre, nous autres, on a pesé sa pédale pour avancer notre projet, on a donné des mandats, on a fait des demandes de subvention. Puis là, les projets de règlement, OK 417 puis 418, là, ils rentrent en opposition avec ce qu'on a commencé de faire. Puis on a fait beaucoup de choses, là. Je comprends que des projets, OK, des projets de règlement, ça vise, comme vous l'avez dit, M. le maire, ça vise des projets à venir. Mais le nôtre, il est déposé, là, depuis septembre. Puis on l'a présenté, on a eu à le modifier avec vous autres. En fait, c'est un projet qu'on a monté avec vous autres, la municipalité, là.
Puis il y a beaucoup de nouveaux des Oui, articles, puis il y a effectivement. beaucoup de choses qui rentrent en contact. Effectivement, il y a beaucoup de changements, puis écoutez, je pense pas qu'on... C'est l'endroit pour discuter de... Ouais, ben, en tout cas, voilà, mais en fait, monsieur le maire, on va se rasseoir là, avec notre urbaniste. En là. fait, pourquoi je viens au micro ce soir, là, c'est pour vous demander, je ne suis pas, un expert dans les procédures municipales. J'étais un peu surpris que ça allait être adopté, mais après l'adoption, nous autres, on peut faire de quoi, là? Parce que si vous adoptez le projet, là, le Oui. 417, 418, là, moi, je suis venu ici pour vous dire que je suis pas d'accord, là. Je suis d'accord sur plein de choses qui étaient... On les a lus, là, les règlements. Moi, j'en ai pris connaissance le 26 janvier. OK. C'est quoi les procédures après ce soir, là? On peut-tu aller voir Valérie? On peut-tu... Parce Ben, que nous- ce qui était dit à date, OK? Nous, on adopte le projet. On n'a pas le choix. On est rendu là au niveau de... Parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait là, avec le département d'urbanisme, avec la MRC, parce que on n'est pas tout seul là-dedans au niveau des zonages, puis on est soumis à des règles au niveau de la MRC, mais ça change, là. Je veux dire, un projet de règlement, on peut le regarder par après, mais nous, il faut aller de l'avant, il faut adopter le projet. Puis je vous invite à prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse regarder ça avec vous, parce que je pense pas que ce soir on va gruger le projet. C'est que là, je vais me fier au cas qu'il y ait un moyen pour revenir à notre projet, qui est un beau projet, qui a été bâti avec vous autres. Absolument. On a eu des recommandations de votre part. On a dit c'est correct, on va le changer. On pensait pas d'avoir un règlement des projets de règlement qui étaient contradictoires à ce qu'on avait fait. Là. Puis je vous le dis, monsieur le maire, là, puis monsieur, à vous tout le monde, depuis le 11 septembre, là, on a fait beaucoup de travail, puis on s'est référé au règlement en vigueur. Là. Absolument. Ben, Nous aussi, on a fait beaucoup de travail, puis ouais, je vois ça, mais c'est le fruit du travail ce soir, mais on va se rasseoir, M. Couillard, là, c'est pas parce qu'on passe un règlement qu'on empêche les gens d'agir puis de soumettre des projets, mais on peut s'asseoir après pour regarder. Parce qu'il y a eu des discussions, c'est vrai qu'on a eu des discussions, il y a eu des discussions avec l'urbanisme aussi, mais je veux pas rentrer dans les détails, puis on va prendre rendez-vous, puis on va s'asseoir, puis on va regarder ça ensemble. oui, mais là, moi, je veux pas, OK, moi, je suis pas avocat, là, OK, moi, je suis un entrepreneur général, un promoteur de projet, mais quand on me parle d'adoption, là, ça me fait... J'aime pas ça. Je vous comprends. Tiens, je parlais de secrétaire. Je vous appelle, je vous arrête. Période de questions, c'est au micro. Référendum, oui, c'est possible. Mais nous, ce soir, on adopte le projet de règlement. Malheureusement, il faut aller de l'avant. Et puis, on vous invite à se rasseoir pour regarder ce Je projet-là. comprends pas qu'on n'ait pas été invité. Avec tout le travail qu'on a fait depuis juillet 2023, Bien, M. Couillard, quand on passe des projets de règlement, c'est général. C'est pas nécessairement pour un projet particulier. C'est général. On a vu les zones H12, H13. On vise plusieurs zones. Là. Oui, mais là, je c'est pas comprends. spécifique à un projet parce que si on passe des règlements pour un projet X puis un règlement pour un projet Y, bien, à ce moment-là, on n'est pas... On ne doit pas agir comme ça. Nous, on passe de la réglementation pour l'ensemble de la municipalité, l'ensemble des projets. Donc, ça s'adresse à tout le monde. C'est pas pour un projet mais quand on parle spécifique. d'affectation de zone R17, là, vous savez, là, vous saviez qu'on avait un projet avec l'ERGA, qu'on avait un projet avec le gouvernement. Absolument. On vous l'a Absolument. présenté. Et on a d'autres zones aussi qui sont touchées par cette réglementation-là. Et puis, on va s'asseoir, on va la regarder. Malheureusement, c'est tout le temps que je peux vous accorder, M. Couillard, parce que même la période de questions n'est même pas entamée. Mais on va se rasseoir, on va regarder ça ensemble. Il n'y a rien de fermé, là. Puis Valérie pourrait me le confirmer, là. Il n'y a aucun problème à se rasseoir puis à regarder ça ensemble. On est ouvert à tous les projets. Du côté du conseil, est-ce qu'on avait des questions concernant ces règlements? Ça va? Donc, on s'est rendu au point 3.2, adoption du deuxième projet de règlement, 23-417, modifiant le règlement de zonage numéro 19-353, relativement à l'application du PAE dans certaines zones sur le territoire, ainsi que concernant les projets intégrés et autres objets divers. Madame Boudreau?
Ben, avec la présentation là, que Valérie a faite, là, je crois que... D'accord, donc ça me prendrait un proposeur secondaire pour adopter le deuxième projet de règlement 23-417, proposé par Messieurs Daniel Corbeil, appuyé de Daniel Boudreau. Merci. 3.3, adoption du deuxième projet de règlement 23-418, modifiant le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble numéro 19-358 relativement à l'application d'un PAE relatif à l'habitation et aux activités et usages récréotouristiques dans certaines zones d'affectation habitation et d'autres zones sur le territoire de l'Anse-Saint-Jean. Donc, pour faire suite à la présentation, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur, un secondaire, pour l'adoption du deuxième projet de règlement 23-418, proposé par... Messieurs, personne ne veut proposer ces adoptions-là? Proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de... L'appui. M. Daniel Corbeil, merci. 3.4, Critérium U16, reconnu comme événement par le conseil municipal. Madame Boudreau. Oui, alors on sait que le Mont-Édouard vont tenir le Critérium U16, donc il faut reconnaître l'événement qui aura lieu du 26 février au 2 mars. Et cette reconnaissance-là lui permet l'installation d'une cantine mobile selon le règlement. Et de plus, les organisateurs là, de l'événement doivent demander un certificat d'autorisation conforme au règlement de zonage 19-353. Merci, Mme Boudreau. Donc, ça me prendrait une proposition pour reconnaître l'événement Critérium U16 comme événement là, reconnu par le conseil municipal. Proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. On sera rendu au point 4, période de questions. Si vous avez des questions concernant les points, naturellement, d'une session extraordinaire, on prend des questions qui concernent les points qui sont à l'ordre du jour. On ne peut pas prendre d'autres questions. Est-ce qu'on a des questions sur Facebook de votre côté? Non. Donc, pas de questions. J'en prends à ce moment-là. Fermeture de la séance. Ça me prendra un proposeur pour la fermeture de la séance. Proposé par M. Yvan Côté. Merci à tous. Bonne fin de soirée.